8 ans. Ça va faire 8 ans que le Fujifilm X-T1 est sorti et j'avais jamais mis mes mains dessus. Profitant d'une super occasion sur le marketplace de Facebook, je m'en suis procuré un au prix de 150 €, de façon à vous le tester 8 ans plus tard pour savoir si oui ou non ça vaut encore le coup d'avoir un Fujifilm X-T1 dans son sac à dos. Et pour ceux qui sont très pressés et qui n'ont pas envie de voir la vidéo, oui, ça vaut le coup. Alors au niveau du prix, j'ai quand même eu beaucoup de chance parce que pour ce prix-là, 150 €, on a d'habitude des boîtiers qui sont un petit peu usés, qui sont utilisés. Ici, le mien, il est comme neuf. Il y a juste la trappe des connectiques qui est un petit peu bombée et qui a du mal à se refermer, mais c'est son seul défaut. Et pour ce prix-là, je suis prêt à l'accepter. Mais en général, quand vous regardez sur n'importe quel site d'occasion, un X-T1, ça va se retrouver entre 150 et 300 €, dépendant vraiment de la condition du boîtier. Et si on prend le prix le plus élevé, 300 €, est-ce que ça vaut le coup de mettre 300 € dans un boîtier comme celui-ci en 2022? C'est un boîtier qui est sorti en 2014, qui a le X-Trans 2, c'est le processeur qui est à l'intérieur du boîtier, et qui a un capteur de 16 millions de pixels. Personnellement, j'ai testé pendant 3 jours à Barcelone avec deux optiques, le 16-55 mm 2.8 de chez Fujifilm, mais également le Viltrox 13 mm 1.4. Je vais vous en parler bientôt, j'attends juste la date de sortie en fait. Et je trouvais ça plutôt important de vous en parler parce que pour moins de 500 €, on va retrouver un X-T1 et un 23 mm f2 en occasion, ou un 35 mm f2 si tu préfères cette focale-là. Et ce combo est vraiment très sympathique, surtout pour ce prix-là. Alors, parlons rapidement de la prise en main du boîtier. Effectivement, il est beaucoup plus compact, beaucoup plus petit, beaucoup plus léger également que sa dernière version, le X-T4. Personnellement, je trouve que la poignée est un tout petit peu trop fine à mon goût, mais il existe cependant plein d'accessoires pour rendre le boîtier un petit peu plus gros pour assurer une meilleure prise en main. On va retrouver lame Fujifilm dedans, évidemment c'est le premier. Une molette pour les ISO, une molette pour la vitesse, une molette pour la compensation d'exposition. On va retrouver les différents modes de mesure de lumière, mais également les différents modes de prise de vue. Le tout sur le boîtier, avec quelques boutons d'accès rapide à l'arrière, notamment le bouton Q, qui vous amènera au menu rapide, menu que vous pouvez configurer dans le plus gros menu du boîtier. Bref, au niveau de sa prise en main, c'est un vrai régal. Son viseur est en fait très bon pour son âge. Effectivement, il est moins défini par rapport à un XS10 ou un XT4, mais ça n'empêche qu'il est quand même encore très agréable. Et même son écran, en fait, est très pratique, surtout qu'il est déjà orientable. Chose à noter, mais qui personnellement ne me dérange pas, il n'y a pas de flash intégré, il n'y a pas de flash pop-up dans l'appareil. Mais personnellement, je m'en fiche un peu, j'utilise jamais de toute façon. Alors on va retrouver en dessous la trappe batterie, c'est fatalement une batterie d'ancienne génération. C'est pas la même batterie que pour le X-T4, c'est la batterie qu'embarque le XS10, le XT1, 2, 3, 20, 30, etc. C'est la batterie la plus connue chez Fujifilm. Elle assure pas une super autonomie, mais d'un autre côté, elle est pas très chère, donc vous pouvez en acheter plusieurs. Et là-dessus, je vous conseille les yeux fermés, la marque Patona, qui fabrique des batteries pour pas mal d'appareils, que ce soit en Fujifilm ou d'autres marques, qui sont en général beaucoup moins chères, qui n'ont pas la même autonomie. On va être sur une autonomie approchant les 70-80% d'une batterie officielle, mais qui vaut la moitié du prix, voire de temps en temps même la tiers du prix. Donc à la place de prendre une batterie à 50-60 € chez Fujifilm, vous en avez 3 ou 4 de la marque Patona. Ça peut être vachement pratique. Pareil pour les chargeurs, regardez chez eux, ils sont plutôt très bons. Sur la tranche droite du boîtier, on va retrouver le Slow SD et de l'autre côté, les connectiques de l'appareil, qui sont mine de rien assez complètes. On va retrouver un micro USB, un micro HDMI et également une prise micro qui sert également de prise pour mettre une télécommande. Alors j'ai pas fait du tout de vidéo avec ce X-T1, je me suis concentré beaucoup plus sur la partie photo. C'est pour moi une excellente option pour commencer, ou pour avoir un deuxième boîtier, ou tout simplement pour quelqu'un qui a envie de faire de la photo et qui n'a pas envie de se prendre la tête, qui n'a pas envie de dépenser plus de 1000 €. Ici, pour moins de 500 €, tu as un combo boîtier et objectif qui est vraiment excellent. Je vous ai parlé du 23 mm f2 ou du 35 mm f2, mais il y a également moyen de trouver des 18-55 mm. Vous savez, c'est l'optique de kit, mais qui ouvre quand même de 2.8 à 4, qui offre du coup une très bonne qualité optique, également en occasion pour 200-250 €. Et donc du coup, le prix des deux est en dessous des 500 €. Son capteur est encore très bon, ce qui est assez étonnant d'ailleurs. Alors oui, ça n'est que 16 millions de pixels, mais c'est pas très dérangeant au final. J'aimerais qu'on parle 2 minutes de sa montée en ISO. Elle est excellente jusqu'à 6400 ISO. Quand je dis excellente, c'est vraiment bluffant pour un boîtier de 2014. Ce qui me fait poser la question suivante, est-ce que le X-T1 était vraiment hors norme à son époque, ou est-ce que Fujifilm n'a pas vraiment évolué depuis? Il a un autofocus qui est vraiment très bon. Alors j'ai testé avec deux optiques qui sont assez bonnes à ce niveau-là, le 16-55 2.8 et le 13 mm 1.4 de chez Viltrox. C'est pas parfait, mais c'est vraiment très bon, et pour la plupart des situations, ce sera vraiment suffisant. Évidemment, on fait beaucoup mieux aujourd'hui en termes d'autofocus, mais pour du paysage, du portrait, du reportage, c'est vraiment très bon et suffisant la plupart du temps.
Peut-être que pour le sport, là, on va commencer à voir les limites. Dans ces qualités, on va retrouver une très très bonne gestion des hauts ISO, une très belle image dès le JPEG, quelques simulations de films qui sont vraiment sympas. Il y a notamment en couleur le Classic Chrome dedans que j'aime énormément. On va retrouver une très bonne prise en main avec un boîtier très compact et très léger, un écran orientable, des boutons et des molettes sur tout le boîtier, ce qui va du coup nous permettre de ne pas perdre trop de temps dans les menus de l'appareil. Et une tropicalisation plutôt bonne, ça va dépendre du coup du boîtier que vous avez en occasion, mais il va de manière générale plutôt bien résister aux intempéries. Concernant les points faibles, eh bien, je vais remettre la compacité dedans car dépendant un petit peu de la préhension que vous aimez. Personnellement, j'aime bien les boîtiers avec une belle préhension. Ici, la poignée peut paraître un peu petite. Mais je me répète, il y a des accessoires pour combler ça, des poignées un peu plus grosses ou des demi-cages qui viennent se mettre de façon à avoir une poignée un peu plus conséquente. On va avoir une vitesse d'obturation qui ne va pas jusqu'au 1/8 millième de seconde mais qui s'arrête au 1/4 millième de seconde. C'est pas très dérangeant au final. Et une autonomie un petit peu faible, mais qui est compensée par un prix assez sympathique des batteries, elles sont pas très chères. Bref, est-ce que le Fujifilm X-T1 vaut encore le coup en 2022 ? Bien sûr que oui, vous allez vous amuser avec si vous mettez les mains dessus. Et clairement, c'est un petit boîtier que j'aurais adoré avoir il y a quelques années pour commencer la photo. Il en a vraiment dans le ventre. Bref, j'ai vraiment été bluffé par ce Fujifilm X-T1. Et évidemment, je le recommande à 200% pour quelqu'un qui a envie de prendre des photos sans se prendre la tête. Si tu as envie de rentrer un peu dans le monde Fujifilm pour voir un peu à quoi ça ressemble alors que tu viens d'une autre marque, ça peut être également une superbe porte d'entrée pour un prix assez dérisoire. Tu vas retrouver les premières simulations de films, alors elles y sont pas toutes. Il y a la Provia, la Velvia, la Astia, le Classic Chrome qui est dedans, c'est quand même ma préférée, le Pro Négative, Standard et High, et le noir et blanc et le sépia avec leurs variations. Donc 8 ans après, en tout cas presque 8 ans après, parce que de mémoire il est sorti en avril 2014, clairement, c'est encore un boîtier qui vaut le coup, surtout au vu de son prix. Pour une personne qui a envie de commencer la photo mais qui n'a pas un gros budget, ça peut également être une très bonne idée cadeau. Pour un beau cadeau certes, mais ça reste encore accessible. Pour quelqu'un qui est encore dans le monde du réflexe, chez Canon, chez Nikon, et qui a envie timidement de faire un premier pas dans le monde des hybrides, c'est un très bon point de départ. Ou tout simplement pour quelqu'un qui a envie d'un deuxième boîtier beaucoup plus compact et léger que son premier, c'est vraiment un boîtier à avoir dans son sac à dos. Personnellement, je vais le garder encore quelques mois de façon à encore m'amuser avec, mais je vais pas le garder indéfiniment, pour la simple et bonne raison que j'ai déjà un XS10 et un XT4 et qu'avoir un troisième boîtier Fujifilm ne me servirait pas à grand chose, d'autant plus qu'il ne m'apporte pas une réelle plus-value. Donc je pense qu'il va assez rapidement repartir en occasion pour faire plaisir à quelqu'un qui va réellement s'en servir. Après tout, le garder chez moi juste sur une étagère, ça va pas servir à grand chose. Mais 8 ans après, ce boîtier est encore très étonnant. Bref, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et pourquoi pas à vous abonner. Nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous et puis à la prochaine tout le monde. Ciao.